L'amitié entre Coyote et blaireau, de bien belles chenilles et un petit hors-sujet sur de vieilles archives, voici le programme de ce second Quick and Dirty, petit format auquel vous avez réservé un bon accueil pour le premier épisode, donc je vous remercie, et donc, en route. Alors je commettrai une erreur en vous disant que ce coyote et ce blaireau sont des potes, même si l'entente semble parfaitement cordiale, c'est simplement que deux espèces ne peuvent pas vraiment être potes au sens où nous on l'entend, nous les humains. Le truc c'est qu'évidemment on a super envie de penser qu'ils sont potes parce que certaines images qu'on peut trouver sur internet sont quand même très éloquentes. Alors ce n'est pas la première fois que les scientifiques capturent ce genre d'événement à l'aide de leurs caméras de surveillance, et il faut reconnaître que c'est un petit peu inattendu. Eh ben oui, parce qu'on ne vit pas dans un dessin animé, les enfants. Les espèces entre elles, d'ailleurs, montrent souvent des signes de compétition. En plus, coyote et blaireau occupent ce qu'on appelle la même niche écologique. Vous allez voir, c'est très simple. Comparons tout simplement un pingouin et un lion. Le pingouin va vivre à de basses températures, et son régime alimentaire va notamment être composé de poissons. Le lion, lui, il vit plutôt dans des régions chaudes, et il mange de la viande. Donc on est d'accord que là on peut dire qu'ils vivent dans des niches écologiques, dans des conditions de vie, si vous préférez, complètement opposés. Mais notre coyote et notre blaireau vivent dans des régions relativement semblables, et en plus de ça, ils ont un régime alimentaire similaire. Ils vont par exemple se nourrir de petits vertébrés. Mais bref, on est d'accord que nos deux camarades, là, ils font pas du tout la compète. Alors on peut se demander, mais quoi qu'il se passe exactement à ce moment-là? Le phénomène que vous observez est tout simplement une partie de chasse. Les collaborations entre mammifères sont des phénomènes déjà observés, et bien sûr cette association entre coyote et blaireau est quelque chose de connu. Il se trouve que ces deux-là se complètent pas mal lors de chasse à l'écureuil, plus exactement des écureuils qui vivent dans des terriers, donc au niveau du sol. Les blaireaux, eux, peuvent rentrer dans les terriers pour aller chasser les écureuils, et les coyotes, eux, jouent plutôt un rôle de sentinelle. Si l'écureuil sort du terrier, le coyote va pouvoir tenter d'aller le chasser. Et la situation va s'inverser si pendant une chasse du coyote, eh bien l'écureuil va se planquer dans un terrier. Le blaireau va pouvoir prendre le relais. La difficulté dans ce genre de relation, c'est d'en déterminer la nature exacte. Est-ce que cela profite plus à l'un qu'à l'autre, par exemple? Faut savoir que dans ce genre d'association, régulièrement, il y a un leader et un suiveur. On peut partir du principe, dans le cas présent, que cela profite à nos deux belligérants, puisqu'ils entretiennent tous les deux la relation. Néanmoins, pour blaireau, on peut pas vraiment statuer. C'est pour ça que ça reste une hypothèse. Effectivement, le blaireau va manger ses proies dans le terrier. Donc, on ne peut pas compter le nombre de proies que mange le blaireau. Donc, on ne peut pas comparer le nombre de proies qu'il va manger lors d'une chasse en solitaire et lors d'une chasse avec son camarade coyote. Tout simplement. Oui, enfin, bref. On n'a qu'à dire qu'ils sont un peu potes. Ça nous fait tellement plaisir. Si vous êtes un curieux des internets, alors oui, ce genre d'organisme vous est peut-être familier. Il s'agit d'une chenille. Si, je sais que vous êtes plutôt habitué à ce genre de chenille-là, mais pourtant, c'en est une. Il y a quelque temps maintenant que ces chenilles un petit peu bling bling ont percé sur les réseaux sociaux, tellement elles ont un style que les autres chenilles n'ont pas. On leur donne le joli nom de Jewel Caterpillar, qu'on peut traduire par chenille bijou, ce qui est assez logique parce qu'on dirait que leur surface est faite d'une sorte de verre. Sauf que non, oubliez ça, c'est la nature, donc c'est dégueu. Voilà. Ces chenilles joyaux font partie de la famille des Dalceridae, connue pour ses papillons un petit peu poilus. On compte au sein de cette charmante famille un peu plus de 80 espèces. Mais bien qu'elles soient devenues des stars sur internet, eh bien leur autre nom n'est que chenille limace. C'est un petit peu moins classe, vous en conviendrez. Parce que c'est tout sauf du verre ou un autre quelconque minéral, mais plutôt une surface gélatineuse, non toxique, mais qui permettrait de décourager les insectes prédateurs d'aller venir essayer de boulotter la chenille, au risque de venir s'engluer, justement, donc ça pourrait être un moyen de défense. En plus de ça, on peut voir des cônes à sa surface qui sont cassants, ce qui pourrait éventuellement occuper les prédateurs lorsqu'ils ont commencé à attaquer, et permettre donc à la chenille de filer, même si, vu la vitesse à laquelle elle va, je sais pas trop quoi penser de cette information pour être tout à fait honnête avec vous. L'espèce la plus connue est la très belle Acraga coa, et puis si vous tapez Jewel Caterpillar sur Google, vous allez tomber sur une foultitude de très belles photos. Et peut-être que si vous avez fait cette recherche sur Google, est-il judicieux de vous rappeler que certaines photos peuvent être retouchées, les couleurs un petit peu accentuées par exemple. En cherchant un petit peu, je suis par exemple tombé sur ce spécimen, Dalcerides ingenita, et on peut remarquer que, on va dire qu'elle est un petit peu plus sobre, voilà. Enfin bref, les chenilles finalement c'est pas si mal,
entre les chenilles qui ont inspiré le Pokémon Chenipan, ici une chenille macaron-tigre canadien, qui se gonfle pour ressembler à un serpent et dissuader les oiseaux de la beauté, ou encore celle qui a inspiré le coiffeur de Donald Trump. J'espère qu'Internet va continuer à leur rendre de beaux hommages. Vous êtes en train de visionner une version remasterisée de L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, ce film de 1896 réalisé par les frères Lumière. Dans une vidéo, on a un nombre d'images qui défilent par seconde, c'est ce qui donne l'illusion du mouvement. C'est exactement la même chose lorsque vous faites un dessin sur un calepin ou votre bloc de post-it et que vous faites défiler les pages rapidement. À l'époque, il faut se rendre compte que le matériel, pour faire le film, il fallait tourner à la main, il fallait tourner de manivelle. Et on était entre 16 et 18 images par seconde, parce que forcément comme c'était fait à la main, ça variait un petit peu. Et il y a pas très longtemps donc, un internaute russe a publié le fameux film de 50 secondes sur sa chaîne YouTube, mais il a utilisé des algorithmes pour le passer à 60 images par seconde. Fatalement, quand vous prenez un film qui a moins de 20 images par seconde et que vous le passez en 60 images par seconde, ça fait des trous. Donc justement, l'algorithme va permettre de combler ces vides. Alors vous trouverez dans la description un petit peu plus de détails, parce que je vais pas m'étendre à fond, j'entends bien c'est un format court, donc c'est un petit peu frustrant. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait que ça, il a aussi amélioré la résolution, il a utilisé donc un autre algorithme pour le faire. Pour résumer, il a utilisé des technologies assez proches de ce qu'on utilise pour créer les fameux deepfakes. Vous savez, ce sont ces vidéos où on a remplacé le visage de quelqu'un par un autre visage. Là, je vous mets un exemple, c'est le début du film Terminator, où on a remplacé le visage de Schwarzenegger par le visage de Sylvester Stallone. J'ai un autre exemple à vous montrer, sur ces autres vidéos, un autre restaurateur a ajouté le son, et surtout il a adapté la vitesse de l'image. Ces gens ont soudainement l'air vrais. Ce n'est plus vraiment le passé, c'est juste nous. Vous savez bien, quand on regarde de vieilles images, on a l'impression qu'elles sont un peu, je sais pas comment dire, un peu saccadées, elles sont accélérées. Il faut savoir que le matériel a évolué dans les années 20, on fait plus tourner la manivelle là, maintenant on a des moteurs sur la caméra pour faire ça, et puis on a mis une norme, à savoir 24 images par seconde, donc au lieu des 16-18 là, et on a fait ça notamment parce que maintenant on a un son qu'on met sur l'image. Ce qui fait que lorsqu'on diffuse une vieille archive qui a été tournée initialement en 16 images par seconde, avec une machine qui a une cadence standard de 24 images par seconde, ça donne cette impression d'accélérer. Et justement, cette restauration que vous avez vue, elle gomme un peu cette impression. Je trouve ces expérimentations sur ces archives assez prenantes. Parce que ça rend les gens très vivants, soudainement, et en fin de compte, c'est pas si vieux que ça. Et je sais que vous allez trouver ça parfaitement stupide, mais quand j'étais gamin, mais vraiment gamin, je pensais que le monde d'avant, il était en noir et blanc. Et ça voulait juste signifier que j'avais l'impression que mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents, ils avaient vécu dans un monde très différent du mien, voire carrément dans un autre monde. Et que grâce au travail qui est fait sur ces archives, un petit peu moins. À bientôt pour un prochain Quick and Dirty. Salut. Hé, psst, regarde! Si t'es sur Twitter, tu peux me montrer une image chouette de biologie à mettre dans un prochain Quick and Dirty avec le hashtag QED. Et si t'as pas Twitter, c'est pas grave, mais t'as les commentaires. Allez, bisous.